Il y a 41 000 ans, le champ magnétique terrestre s'est effondré à 5% de sa force actuelle. Les aurores boréales sont apparues jusqu'en Amazonie. Aujourd'hui, ce même bouclier s'affaiblit à nouveau 2 fois plus vite que prévu. Et une zone grande, comme la moitié de l'Europe, est déjà en train de céder. Au début des années 1960, un géophysicien français examine des blocs de lave noire dans un petit village du Puy-de-Dôme, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le lieu s'appelle Lachan. Rien ne semble particulier. Ce sont des coulées volcaniques, comme il en existe des centaines dans cette région, vestiges d'une activité éruptive qui a façonné le paysage de la chaîne des Puys pendant des dizaines de milliers d'années. Et pourtant, ce qu'il va trouver dans ces roches va rester plus de 60 ans plus tard l'un des événements les mieux documentés de toute l'histoire du magnétisme terrestre. Pour comprendre ce qu'il cherchait, il faut d'abord comprendre une chose simple. Quand la lave sort d'un volcan, elle est brûlante et liquide. Elle contient de minuscules cristaux de fer. Tant que la roche reste chaude, ces cristaux sont libres de s'orienter. Mais au moment où la lave refroidit et se solidifie, ces cristaux se figent. Ils s'alignent sur le champ magnétique terrestre au moment exact de leur refroidissement, comme des milliers de minuscules boussoles bloquées pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle le paléomagnétisme. Une coulée de lave n'est pas seulement une roche, c'est un instantané. Une photographie figée de l'état du champ magnétique terrestre au moment précis où elle a durci. Et les coulées de Lachan et d'Olby, près de Clermont-Ferrand, allaient livrer une photographie que personne n'attendait. Les chercheurs mesurent la direction du magnétisme piégé dans ces roches. Normalement, une boussole plantée dans ces laves aurait dû pointer vers le nord, comme n'importe quelle boussole aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que montrent les mesures. Dans certaines coulées, l'aiguille magnétique fossilisée pointe presque à l'opposé, vers le sud, comme si, à l'époque où cette lave a refroidi, le champ magnétique terrestre avait basculé. À l'époque, cette découverte est reçue avec scepticisme. Une inversion complète des pôles magnétiques est un phénomène connu des géologues depuis le début du XXe siècle, mais on pensait qu'il fallait des centaines de milliers d'années pour qu'un tel basculement se produise et qu'il restait ensuite stable pendant très longtemps, parfois plusieurs millions d'années. L'idée qu'un renversement magnétique ait pu avoir lieu, puis se défaire presque entièrement, en l'espace de quelques milliers d'années seulement, ne correspond à rien de ce que l'on croyait savoir sur le fonctionnement du noyau terrestre. Pourtant, les données sont là, répétées, confirmées par plusieurs coulées distinctes, à quelques kilomètres d'écart, qui racontent toute la même histoire magnétique, celle de Lachan, celle d'Olby, et une troisième, celle de Louchadière. Les analyses de paléo-intensité menées sur ces 3 sites, dans les décennies qui suivent la découverte initiale, montrent qu'elles ont enregistré une intensité de champ magnétique quasiment identique, ce qui renforce l'idée qu'il s'agit bien d'un seul et même épisode global, et non d'une anomalie locale isolée. Les chercheurs datent l'événement grâce à la méthode du potassium-argon, une technique qui mesure la désintégration radioactive de certains éléments contenus dans la roche volcanique pour en déduire l'âge du refroidissement. Le résultat place l'événement à environ 41 000 ans avant notre époque, avec un début estimé à 42 200 ans et une fin autour de 41 500 ans. Nous sommes alors en pleine période glaciaire. C'est une époque où les Néandertaliens, qui occupent l'Europe depuis des centaines de milliers d'années, cohabitent encore pour quelques millénaires avec les premiers représentants d'Homo sapiens arrivés du continent africain. Ce que les géologues appellent une excursion géomagnétique n'est pas non plus un phénomène unique dans l'histoire de la Terre. Depuis la dernière inversion complète et permanente des pôles magnétiques, survenue il y a environ 780 000 ans, une quinzaine d'excursions de ce type ont été identifiées dans les archives géologiques mondiales. Ce sont des phases où le champ magnétique se déstabilise brutalement, sans pour autant déboucher sur une inversion durable de sa polarité. Mais parmi toutes ces excursions, celle de Lachan reste, encore aujourd'hui, la plus récente, la plus étudiée,
et surtout la mieux documentée à l'échelle mondiale, avec des traces retrouvées dans des carottes de glace au Groenland et en Antarctique, dans des sédiments marins et dans des dépôts volcaniques sur plusieurs continents. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi cette découverte a autant d'importance. Le champ magnétique terrestre n'est pas un simple phénomène de curiosité scientifique. Il est produit à environ 3000 km sous nos pieds, dans le noyau externe de la planète. Là, un océan de fer liquide en fusion tourbillonne sans relâche, entraîné par la rotation de la Terre et par la chaleur qui s'échappe du noyau interne solide. Ce mouvement de métal liquide génère des courants électriques. Ces courants électriques, à leur tour, génèrent un champ magnétique. C'est ce qu'on appelle la géodynamo. Ce champ magnétique invisible s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de la surface de la planète. Il forme une bulle protectrice appelée la magnétosphère. Son rôle est simple à énoncer, mais vital dans ses conséquences: dévier le vent solaire, ce flot constant de particules chargées éjectées par le Soleil, et bloquer une partie du rayonnement cosmique venu du fond de l'univers. Sans cette bulle, ces particules frapperaient directement l'atmosphère terrestre, avec des conséquences sur la chimie de l'air que nous respirons, sur les technologies que nous utilisons, et potentiellement sur la biologie elle-même. Ce mécanisme n'est pas propre à notre époque. Des études sur d'anciennes poteries ont montré que la magnétite qu'elles contiennent, elle aussi, s'aligne sur le champ magnétique au moment de la cuisson, exactement comme les cristaux de fer dans la lave. Cela signifie que l'humanité a, sans le savoir, laissé derrière elle des milliers d'enregistrements involontaires de l'état du champ magnétique terrestre à différentes époques de l'histoire. Ces objets du quotidien, façonnés par des mains humaines il y a plusieurs millénaires, permettent aujourd'hui aux chercheurs de reconstituer, morceau par morceau, l'évolution de ce bouclier invisible sur lequel repose, sans qu'on n'y pense jamais, la vie telle que nous la connaissons. Il faudra attendre plusieurs décennies et des technologies bien plus précises pour mesurer réellement l'ampleur de ce qui s'est passé il y a 41 000 ans. Quand les scientifiques finiront par y parvenir, les chiffres qu'ils obtiendront dépasseront largement ce que l'équipe française avait imaginé en examinant ces blocs de lave dans les années 1960. Car ce que les mesures les plus récentes allaient révéler, ce n'est pas une simple fluctuation. C'est un effondrement presque total du bouclier magnétique terrestre à une vitesse qui remet en question tout ce que l'on pensait savoir sur la rapidité avec laquelle ce système peut basculer. Les blocs de lave d'Auvergne n'ont livré qu'une partie de l'histoire. Ce n'est que des décennies plus tard, grâce à des reconstructions bien plus fines menées sur des sédiments marins, des carottes de glace et des dépôts volcaniques répartis sur toute la planète, que les scientifiques ont pu mesurer l'ampleur réelle de ce qui s'est passé il y a 41 000 ans, et le chiffre qu'ils ont obtenu a de quoi surprendre. Durant cette période, le champ magnétique terrestre s'est effondré jusqu'à ne représenter plus que 5% de son intensité actuelle. 5%. Pour donner une idée de ce que cela signifie concrètement, imaginez un bouclier qui protège normalement une ville entière, réduit soudain à la taille d'un simple parapluie. C'est pas un affaiblissement léger. C'est un effondrement presque total du dispositif de protection magnétique de la planète, maintenu pendant une durée que les chercheurs estiment aujourd'hui à environ 1000 ans, avec une phase de transition avant et après ce minimum, qui s'étend sur près de 2000 ans au total. Mais voici ce qui distingue vraiment l'événement de Lachan d'une simple inversion des pôles magnétiques classiques, celle que l'on connaît dans les livres de géologie. Une inversion complète, c'est un basculement propre, le pôle nord magnétique devient le pôle sud, et inversement, puis le champ se stabilise à nouveau dans cette nouvelle configuration, souvent pour des centaines de milliers d'années. C'est pas ce qui s'est produit à Lachan. Le champ ne s'est pas simplement retourné, il s'est fragmenté. Une équipe de chercheurs de l'Université du Michigan, dirigée par le physicien Agnit Mukhopadhyay,
a modélisé précisément ce qui s'est passé durant cette période. Leurs travaux montrent que durant l'excursion de Lachan, le champ magnétique terrestre a perdu sa structure habituelle, ce qu'on appelle sa configuration dipolaire. C'est, à dire, un système organisé autour de deux pôles clairement identifiables, un nord et un sud. À la place, la planète s'est retrouvée avec de multiples pôles magnétiques faibles, dispersés un peu partout à sa surface, un comportement que l'on observe aujourd'hui sur certaines planètes géantes du système solaire, dont le champ magnétique est naturellement beaucoup plus chaotique et multipolaire que celui de la Terre. Ce détail change complètement la manière de comprendre l'événement. Ce n'était pas un simple basculement de boussole à l'échelle géologique. C'était un moment où la planète entière s'est retrouvée temporairement sans véritable système de protection magnétique organisé. Les pôles magnétiques ne pointaient plus vers un nord et un sud stable, ils erraient, fragmentés, imprévisibles, sur toute la surface du globe. Cette instabilité n'a pas duré indéfiniment. Après environ 1000 ans, dans cet état fragmenté, le champ magnétique a commencé à se réorganiser, retrouvant progressivement sa structure dipolaire habituelle, avec un pôle nord et un pôle sud redevenus stables, dans la même configuration qu'avant l'événement. Le processus complet, entre le début de l'affaiblissement et le retour à la normale, s'est étalé sur environ 2000 ans, ce qui reste extrêmement court à l'échelle des temps géologiques, où l'on raisonne d'ordinaire en centaines de milliers, voire en millions d'années. Ce qui rend cet événement aussi précieux pour la science moderne, c'est pas seulement son ampleur, c'est sa proximité temporelle. Presque toutes les autres excursions et inversions géomagnétiques connues remontent à des centaines de milliers, voire des millions d'années. Elles sont difficiles à dater avec précision et encore plus difficiles à relier à des conséquences concrètes sur le climat ou sur la vie à la surface de la planète. L'événement de Lachan, lui, s'est produit à une époque suffisamment récente pour que les scientifiques disposent de multiples sources de données indépendantes, carottes de glace polaire, sédiments océaniques, dépôts volcaniques et même, comme on l'a vu, poteries anciennes. Cette précision inhabituelle permet aux chercheurs de répondre à une question bien plus dérangeante que la simple description de l'événement lui-même. Si le champ magnétique terrestre s'est effondré à 5% de son intensité pendant près de 1000 ans, que s'est-il réellement passé pendant tout ce temps à la surface de la planète? Le bouclier qui protège normalement la Terre contre le rayonnement solaire et cosmique s'est retrouvé pendant des siècles presque entièrement hors service. Pour modéliser cela, l'équipe de l'Université du Michigan n'a pas seulement reconstitué l'état du champ magnétique, elle a simulé l'ensemble du système spatial qui entoure la Terre, la magnétosphère, cette bulle protectrice généralement bien organisée autour de deux pôles, et l'ionosphère, la couche haute de l'atmosphère où se forment les aurores. C'est la première fois qu'une étude relie aussi précisément l'état du noyau terrestre, le comportement de l'espace autour de la planète et les conséquences visibles dans le ciel pour une période aussi ancienne. Le résultat de cette modélisation ne décrit pas un simple affaiblissement uniforme. Il décrit un système en crise, instable, changeant rapidement d'une décennie à l'autre pendant toute la durée de l'excursion, avec des zones de la planète tantôt mieux protégées, tantôt presque totalement exposées, selon la position changeante de ces pôles magnétiques fragmentés. Et les premières traces concrètes de ce qui s'est passé durant cette période ne se trouvent pas dans des équations ou des modèles informatiques. Elles se trouvent dans le ciel lui-même, à des endroits où personne, aujourd'hui, ne s'attendrait à voir ce genre de spectacle. Les aurores polaires, qu'on appelle aurores boréales dans l'hémisphère nord, et aurores australes dans l'hémisphère sud, sont un phénomène que la plupart des gens associent instinctivement à des régions très précises du globe. Le Canada, la Norvège, l'Islande, l'Alaska, ou encore plus au sud, l'Antarctique. C'est pas un hasard. Ces lumières colorées se forment quand les particules chargées du vent solaire
guidés par le champ magnétique terrestre, viennent frapper l'atmosphère à haute altitude, près des pôles magnétiques. Le champ magnétique agit alors comme un entonnoir, canalisant ces particules vers deux zones précises et relativement étroites autour du globe, ce qu'on appelle les ovales auroraux. Mais ce système d'entonnoir dépend entièrement d'une chose, un champ magnétique bien organisé, avec un pôle nord et un pôle sud stable et clairement définis. Retirez cette organisation et l'entonnoir se déforme. Les particules ne sont plus canalisées vers deux zones étroites près des pôles. Elles peuvent frapper l'atmosphère à des latitudes bien plus basses, dans des régions qui n'ont, normalement, jamais vu la moindre aurore de toute leur histoire. C'est exactement ce que montre la modélisation de l'équipe de l'Université du Michigan pour la période de l'excursion de Lachan. Durant cet épisode, avec un champ magnétique fragmenté en multiples pôles faibles, plutôt qu'organisé autour de deux pôles stables, les ovales auroraux ne sont plus restés confinés près des régions polaires. Ils se sont étendus, déformés, déplacés jusqu'à atteindre des latitudes tropicales et équatoriales. Les chercheurs évoquent des aurores visibles jusque dans des régions comme l'Amazonie, un phénomène qui, dans les conditions actuelles du champ magnétique terrestre, serait tout simplement impossible. Essayez d'imaginer la scène. Un ciel nocturne, il y a 41 000 ans, quelque part près de l'équateur, des voiles de lumière vertes, violettes, rouges se déploient au-dessus d'un paysage qui n'a aujourd'hui encore jamais connu ce genre de spectacle. Pour les groupes humains qui vivaient à cette époque dans des régions aussi éloignées des pôles que l'Afrique équatoriale ou l'Amérique du Sud, ce ciel changeant n'avait aucune explication logique dans leur cadre de compréhension du monde. C'était pas un événement rare et isolé, une nuit exceptionnelle qu'on raconte ensuite pendant des générations. D'après les modèles, ce type de phénomène a pu se répéter, par intermittence, pendant une bonne partie des 1000 ans qu'a duré la phase la plus intense de l'excursion. Ce déplacement massif des aurores n'est pas qu'un simple spectacle visuel décalé de son contexte habituel. C'est un indicateur direct de ce qui se passait, en parallèle, à un niveau bien plus problématique, la quantité de particules énergétiques et de rayonnement cosmique qui parvenaient jusqu'à l'atmosphère terrestre. Une aurore, en réalité c'est de l'énergie solaire qui entre en collision avec les molécules de l'air. Plus les aurores se déplacent vers des zones inhabituelles, plus cela signifie que le bouclier magnétique laisse pénétrer ce rayonnement à des endroits qu'il protégeait normalement de manière quasi totale. Les scientifiques qui ont travaillé sur cette reconstruction insistent d'ailleurs sur un point de méthode important. Le lien entre l'affaiblissement du champ magnétique durant l'événement de Lachan et l'apparition de conséquences sur les premiers humains ou sur la faune de l'époque repose en partie sur des modèles informatiques, aussi sophistiqués soient-ils, et non sur une observation directe impossible à obtenir pour une période aussi ancienne. Ce que l'on peut affirmer avec un haut degré de confiance, appuyé sur de multiples sources de données indépendantes, c'est que la structure du champ magnétique s'est bien effondrée et fragmentée de cette manière. Ce que l'on peut modéliser avec un bon niveau de confiance, c'est le déplacement massif des ovales auroraux qui en a résulté. Les conséquences précises sur la vie à la surface de la planète, elles, restent un domaine où la prudence scientifique reste de mise. Mais un déplacement aussi spectaculaire des aurores n'est que la partie visible, presque esthétique, de ce qui se jouait alors dans l'atmosphère terrestre. Car derrière ce ciel transformé, un autre phénomène, invisible celui-là, était en train de se produire à une échelle bien plus large. Une couche protectrice, essentielle à la vie telle qu'on la connaît, était elle aussi en train de céder. Le document ne contenait qu'une conclusion. Elle changeait la portée de tout ce qui précédait. Une équipe de recherche européenne, portée notamment par le projet GERACEL, financé par le Conseil européen de la recherche, ne s'est pas arrêtée à la reconstruction du champ magnétique et des aurores durant l'excursion de Lachan. Elle a voulu savoir ce que cet effondrement magnétique
avait provoqué plus haut encore dans l'atmosphère, au niveau de la couche d'ozone. La couche d'ozone se situe dans la stratosphère, entre environ 15 et 35 km d'altitude. Son rôle est de filtrer une grande partie des rayons ultraviolets émis par le Soleil avant qu'ils n'atteignent la surface de la planète. C'est une protection distincte du champ magnétique, mais les deux systèmes sont liés de manière indirecte. Quand le champ magnétique s'affaiblit et laisse pénétrer davantage de particules énergétiques et de rayonnement cosmique dans l'atmosphère, ces particules peuvent déclencher des réactions chimiques en cascade. Des scientifiques français de l'Institut national des sciences de l'univers ont montré, dans des travaux publiés en 2010, que l'afflux de protons solaires dans les couches basses de l'atmosphère favorise la formation d'oxyde nitrique, une substance chimique connue pour détruire l'ozone. Les reconstructions climatiques menées sur la période de Lachan confirment ce mécanisme. Elles indiquent que les perturbations atmosphériques observées dans les archives environnementales de cette époque, des changements dans la composition de l'air et dans certains schémas de circulation atmosphérique sont cohérentes avec un effondrement partiel de la couche d'ozone déclenché par cet afflux massif de rayonnement. Autrement dit, pendant que le ciel se peuplait d'aurores à des latitudes inhabituelles, un bouclier chimique, situé bien plus haut, perdait lui aussi une partie de sa capacité à filtrer les ultraviolets. La conséquence directe et la mieux établie d'un tel affaiblissement de l'ozone, c'est une hausse de l'exposition aux rayons UVB à la surface de la planète, avec des pics particulièrement marqués lors des éruptions solaires les plus intenses. Ces rayons UVB sont connus pour endommager l'ADN des organismes vivants exposés, végétaux comme animaux. C'est un mécanisme bien documenté dans la science actuelle, indépendamment de tout contexte préhistorique. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi un affaiblissement de la couche d'ozone moderne, comme celui observé au-dessus de l'Antarctique à la fin du XXe siècle, suscite une préoccupation sanitaire majeure. Mais il faut être prudent sur un point essentiel que les chercheurs eux-mêmes soulignent. L'ampleur exacte de cet affaiblissement de l'ozone durant l'excursion de Lachan, sa durée précise, et surtout ses conséquences concrètes sur les organismes vivants de l'époque, restent difficiles à quantifier avec certitude. Les données dont on dispose aujourd'hui permettent d'établir un mécanisme plausible et cohérent avec plusieurs sources indépendantes, pas de reconstituer, jour après jour, l'exposition réelle aux ultraviolets qu'ont subi les populations humaines et animales de cette période. Ce qui est plus solide, en revanche, c'est le changement de nature de la menace elle-même. Jusqu'ici, l'histoire de Lachan était celle d'un ciel transformé, spectaculaire, presque fascinant à imaginer. Avec cette découverte sur la couche d'ozone, elle devient celle d'une exposition biologique invisible, continue, qui ne se voit pas la nuit dans le ciel, mais qui agit directement sur les tissus vivants, jour après jour, pendant potentiellement plusieurs siècles. Reste une question, la plus délicate de toutes celles que pose l'événement de Lachan. À cette époque précise, deux espèces humaines se partageaient encore le même continent. L'une d'entre elles allait disparaître pour toujours dans les millénaires qui ont suivi. Est-ce qu'un lien existe entre ces deux faits? La réponse que donne la science aujourd'hui est bien plus nuancée que ce que l'on pourrait attendre. Trois populations humaines coexistaient, au sens large, sur la planète au moment où le champ magnétique s'effondrait il y a 41 000 ans, les Néandertaliens, présents en Europe depuis des centaines de milliers d'années, les premiers Homo sapiens, arrivés plus récemment sur le continent, et diverses autres populations humaines archaïques ailleurs dans le monde. Or, c'est précisément durant cette fenêtre temporelle, entre 41 000 et 39 000 ans avant notre époque selon les datations les plus courantes, que les Néandertaliens disparaissent progressivement du registre archéologique européen. Cette coïncidence temporelle a naturellement attiré l'attention des chercheurs. Des scientifiques de l'Université du Michigan, dans le prolongement de leurs travaux sur la modélisation de l'excursion de Lachan, ont exploré l'hypothèse
que l'affaiblissement du champ magnétique, l'expansion des aurores et l'exposition accrue au rayonnement auraient pu jouer un rôle dans les capacités d'adaptation respectives de ces deux populations humaines. Certains éléments archéologiques semblent, à première vue, coïncider avec cette période. On observe, dans les sites datés de cette époque, une utilisation plus fréquente de pigments comme l'ocre, chez certains groupes d'Homo sapiens, un usage que certains chercheurs associent à une forme de protection contre les rayonnements UV, bien que cette interprétation reste débattue. On note également des changements dans la confection de vêtements plus couvrants et dans l'utilisation plus systématique d'abris et de grottes profondes durant cette période précise. C'est également l'époque où l'on retrouve les premières manifestations significatives d'art pariétal élaborées, notamment dans des grottes ornées comme celle de Chauvet dans le sud de la France, dont les datations les plus anciennes se rapprochent de cette fenêtre temporelle. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'un ciel radicalement transformé, avec des aurores visibles à des latitudes inhabituelles et une lumière changeante, aurait pu influencer les représentations symboliques et spirituelles de ces populations, les poussant à se réfugier plus profondément et plus durablement dans des espaces souterrains protégés. Ce sont des hypothèses qui méritent d'être formulées avec la plus grande prudence. Elles reposent sur une coïncidence temporelle, appuyée par quelques indices archéologiques indirects, mais elles ne constituent en aucun cas une preuve d'un lien de causalité directe entre l'effondrement du champ magnétique et ces changements comportementaux. De nombreux autres facteurs, indépendants du magnétisme terrestre, sont également avancés par les chercheurs pour expliquer la disparition des Néandertaliens durant cette période, compétition directe avec Homo sapiens pour les ressources, changement climatique lié à la période glaciaire elle-même, taille réduite et fragmentation des populations néandertaliennes, ou encore une combinaison de plusieurs de ces facteurs agissant simultanément. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que ces deux événements, l'effondrement magnétique et la disparition progressive des Néandertaliens, se sont produits dans la même fenêtre chronologique. Ce que l'on ne peut pas affirmer, en l'état actuel des connaissances, c'est que le premier a causé le second, ou même qu'il y a joué un rôle significatif. Cette nuance n'est pas un détail secondaire. Elle révèle une limite fondamentale de ce que la science peut réellement établir à partir des données disponibles pour une période aussi reculée. Et cette limite, les chercheurs eux-mêmes qui travaillent sur l'excursion de Lachan sont les premiers à la souligner, avec une insistance qui mérite qu'on s'y attarde. Une étude publiée dans la revue Science Advance, portant sur cette même excursion de Lachan, formule une mise en garde méthodologique claire. Les auteurs rappellent qu'il est largement admis, dans certains cercles de vulgarisation scientifique, que les variations du champ magnétique durant cette période auraient eu un impact direct sur le développement des premiers humains modernes et sur l'extinction de la mégafaune de l'époque, ces grands animaux comme les mammouths ou les mégalocéraux qui disparaissent également durant cette fenêtre temporelle glaciaire. Mais les chercheurs précisent explicitement que ce type d'affirmation repose souvent sur des modèles simplifiés à l'excès de l'environnement spatial et atmosphérique de la Terre. Autrement dit, établir une corrélation temporelle entre deux événements, aussi frappantes soient-elles, ne suffit pas à démontrer un lien de causalité. C'est l'un des principes les plus fondamentaux de la méthode scientifique, et c'est aussi l'un des pièges narratifs les plus fréquents lorsqu'on raconte ce type d'histoire, l'envie de relier des faits spectaculaires entre eux, même quand la preuve solide de ce lien n'existe pas encore. Une équipe de recherche de l'Université de Liverpool a d'ailleurs directement remis en question l'idée selon laquelle les inversions et excursions magnétiques, en général, seraient corrélées à des épisodes d'extinction massive dans l'histoire de la vie sur Terre. Selon leurs analyses statistiques, portant sur l'ensemble des inversions et excursions géomagnétiques documentées à travers les temps géologiques, aucune corrélation solide
ne peut être établi entre ces basculements magnétiques et les grandes vagues d'extinction connues dans le registre fossile. Autrement dit, la planète a connu de nombreux effondrements du champ magnétique au cours de son histoire, sans que ces épisodes coïncident systématiquement avec des disparitions massives d'espèces. Ce constat ne signifie pas que l'excursion de la champ n'a eu aucune conséquence biologique. Les mécanismes physiques et chimiques décrits précédemment, l'expansion des aurores, l'affaiblissement partiel de l'ozone, l'exposition accrue aux ultraviolets sont bien établis et documentés par plusieurs sources indépendantes. Ce que la prudence scientifique impose, c'est de ne pas transformer ces mécanismes plausibles en certitudes sur leurs conséquences précises pour telle ou telle espèce, à commencer par les Néandertaliens. Cette distinction entre ce qui est solidement établi et ce qui reste hypothétique n'a rien d'anecdotique, elle est au cœur même de la manière dont la science progresse sur ce sujet, et elle explique aussi pourquoi les chercheurs qui étudient cette période préhistorique sont devenus, ces dernières années, particulièrement attentifs à un phénomène bien plus proche de nous, qui se déroule sous leurs yeux en temps réel, grâce à des satellites en orbite autour de la planète. Car ce qui s'est passé il y a 41 000 ans n'est peut être pas qu'une curiosité géologique enfouie dans des blocs de lave d'Auvergne. Certains signes, mesurés depuis plus d'une décennie, suggèrent qu'un phénomène du même ordre pourrait être en train de se reproduire, quelque part entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Depuis 2014, l'Agence spatiale européenne fait voler une constellation de 3 satellites appelés Swarm, spécifiquement conçus pour mesurer avec précision le champ magnétique terrestre depuis l'orbite. Ces satellites ont permis de cartographier, année après année, l'évolution exacte de ce bouclier invisible qui entoure la planète. Et les données accumulées depuis plus d'une décennie pointent toutes vers la même région du globe. Une vaste zone de champ magnétique affaibli, située entre l'Amérique du Sud et le sud-ouest de l'Afrique, que les scientifiques appellent l'anomalie de l'Atlantique Sud. Cette anomalie n'est pas une découverte récente en elle-même. Elle a été décrite pour la première fois en 1958 et les chercheurs savent depuis des décennies qu'il s'agit d'une zone où le champ magnétique terrestre est naturellement plus faible qu'ailleurs sur le globe. Mais ce que les données de Swarm ont révélé, c'est que cette zone de faiblesse n'est pas restée stable. Entre 2014 et 2025, elle s'est considérablement étendue jusqu'à atteindre désormais les côtes de l'Afrique du Sud, une expansion que les chercheurs de l'Agence spatiale européenne estiment équivalente à la moitié de la superficie du continent européen, accumulée en à peine une dizaine d'années. Chris Finlay, spécialiste de géomagnétisme à l'Université technique du Danemark et l'un des auteurs des travaux menés à partir des données Swarm, a précisé dans une interview accordée à l'Agence spatiale européenne que les chercheurs s'attendent à voir le comportement du champ magnétique continuer d'évoluer à mesure que les mouvements du noyau terrestre, environ 3000 km sous nos pieds, se poursuivent et se modifient au fil du temps. Ce qui distingue cette situation moderne de l'événement préhistorique de Lachan, c'est justement le fait que nous disposons cette fois d'un système d'observation en temps réel, précis, continu, et couvrant l'intégralité de la surface du globe. Nous ne sommes plus réduits à reconstituer des dizaines de milliers d'années plus tard ce qui s'est passé à partir de traces fossilisées dans des roches volcaniques. Nous regardons directement un phénomène de faiblesse magnétique s'étendre en direct sous nos yeux. Cette expansion n'est pas non plus un phénomène purement académique, cantonné aux publications scientifiques. L'anomalie de l'Atlantique Sud pose déjà des problèmes techniques concrets et documentés. Les satellites et les engins spatiaux qui traversent cette région sont exposés à des niveaux de rayonnement plus élevés que dans le reste de leur orbite, en raison de l'affaiblissement local du champ magnétique qui protège normalement l'espace proche de la Terre contre les particules énergétiques. Les agences spatiales, dont la NASA, prennent en compte cette zone dans la conception de leur mission,
en désactivant temporairement certains instruments sensibles des satellites lorsqu'ils traversent cette région pour éviter les dysfonctionnements liés à cette exposition accrue. Mais ce n'est pas le détail le plus préoccupant que les données de ces dernières années ont mis en lumière. Car si l'expansion de cette zone, mesurée sur une décennie, avait de quoi retenir l'attention des chercheurs, ce qui s'est produit plus récemment encore a de quoi les inquiéter davantage. Le document ne contenait qu'une seule ligne supplémentaire dans les relevés Swarm. Elle changeait la lecture de toute la décennie précédente. En comparant les données recueillies année après année, les chercheurs de l'Agence spatiale européenne ont identifié qu'une région spécifique de l'anomalie de l'Atlantique Sud, située au sud-ouest de l'Afrique, connaît un affaiblissement du champ magnétique nettement plus rapide que le reste de la zone et que cette accélération a débuté précisément autour de 2020. Ce n'est pas une simple continuité de la tendance observée depuis 2014. C'est un changement de rythme mesurable, localisé et suffisamment marqué pour que les scientifiques le distinguent clairement du reste de l'expansion de l'anomalie. Autrement dit, à l'intérieur même d'une zone déjà identifiée comme problématique, une sous-région s'est mise à se dégrader plus vite que ses voisines immédiates sans que les chercheurs disposent, à ce jour, d'une explication définitive et unanimement acceptée pour ce comportement. Ce type d'accélération localisée intéresse tout particulièrement les géophysiciens, car elle pourrait être le reflet direct de mouvements spécifiques dans le noyau externe de la Terre, cet océan de fer liquide situé à environ 3000 km sous la surface. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que des flux de matière particulièrement turbulents à l'intérieur du noyau pourraient localement inverser le sens du champ magnétique généré à cet endroit précis, créant ainsi une zone où le champ magnétique de surface s'oppose partiellement au champ magnétique dominant du reste de la planète, ce qui aurait pour effet d'accélérer localement son affaiblissement apparent. Cette hypothèse reste un sujet de recherche actif et elle n'a pas encore été confirmée avec la certitude que les scientifiques recherchent. Mais elle illustre un point essentiel, ce qui se joue sous nos pieds, dans le noyau terrestre, n'est pas un processus lent et uniforme qui évoluerait de la même manière partout sur la planète. C'est un système dynamique, avec des zones qui peuvent évoluer de façon indépendante, parfois de manière brutale, à des échelles de temps bien plus courtes que ce que l'on imaginait auparavant pour un phénomène géophysique de cette nature. Ce constat rejoint, d'une certaine manière, ce que les modélisations de l'excursion de Lachan avaient révélé pour la préhistoire. Un champ magnétique qui ne s'affaiblit pas de façon homogène, mais qui si fragmenti, avec des zones plus touchées que d'autres à un instant donné. La différence, cette fois, c'est que ce processus est mesuré en temps réel, avec une précision que les chercheurs des années 1960 examinant leurs blocs de lave n'auraient jamais pu imaginer. Et cette accélération récente n'est pas le seul signal préoccupant que les scientifiques surveillent actuellement. Un second phénomène, indépendant de l'anomalie de l'Atlantique Sud, mais tout aussi révélateur, se produit simultanément à l'autre bout de la planète, dans une région bien plus familière du grand public, celle du pôle nord magnétique lui-même. Depuis une trentaine d'années, le pôle nord magnétique de la Terre, ce point précis où les lignes de champ magnétique deviennent verticales et où les boussoles pointent directement vers le bas, est en mouvement constant. Ce n'est pas un phénomène nouveau en soi. Le pôle nord magnétique s'est toujours déplacé lentement au fil des décennies, contrairement au pôle nord géographique, qui, lui, reste fixe. Mais ce qui inquiète aujourd'hui les géophysiciens, c'est la vitesse à laquelle ce déplacement s'est brutalement accéléré. Historiquement situé du côté du Canada, le pôle nord magnétique a quitté sa position relativement stable pour se diriger de plus en plus rapidement vers la Sibérie, de l'autre côté de l'océan Arctique. Ce changement de trajectoire, combiné à une vitesse de déplacement inédite dans les relevés modernes, a contraint
les organismes scientifiques chargés de modéliser le champ magnétique terrestre à revoir leurs calculs bien plus fréquemment qu'auparavant. Ce modèle magnétique mondial, régulièrement mis à jour par des organismes scientifiques internationaux, sert de référence pour l'ensemble des systèmes de navigation modernes, des smartphones aux avions commerciaux en passant par les grands navires. Un déplacement aussi rapide et imprévisible du pôle nord magnétique oblige à des révisions plus fréquentes que prévues de ce modèle pour garantir que les systèmes de navigation continuent de fournir des indications fiables partout sur le globe. Ce qui rend ce phénomène particulièrement notable pour les chercheurs, ce n'est pas uniquement sa vitesse, c'est le fait qu'il se produit en parallèle et de manière apparemment simultanée avec l'expansion et l'accélération de l'anomalie de l'Atlantique Sud décrite précédemment. Deux phénomènes distincts, situés à des points très éloignés du globe, l'un au niveau du pôle nord magnétique lui-même, l'autre dans une vaste zone équatoriale et australe, évoluent tous deux de manière rapide et inhabituelle durant la même période récente. Pris isolément, chacun de ces deux phénomènes pourrait être considéré comme une simple fluctuation locale dans les limites de la variabilité naturelle que le champ magnétique terrestre a toujours connue. Mais leur simultanéité pousse une partie de la communauté scientifique à se demander si ces deux signaux ne seraient pas les symptômes visibles d'un même processus plus profond en cours dans le noyau terrestre et dont l'ampleur réelle reste encore difficile à évaluer avec les données actuellement disponibles. C'est précisément sur cette question que la communauté scientifique se retrouve aujourd'hui profondément divisée, car si certains chercheurs y voient les signes avant-coureurs d'un événement magnétique majeur, d'autres, tout aussi qualifiés, avancent des explications radicalement différentes, appuyées sur d'autres données et d'autres modèles. Depuis environ 180 ans, période durant laquelle des mesures directes et systématiques du champ magnétique terrestre sont disponibles, les scientifiques ont documenté une diminution d'environ 9 à 10% de son intensité globale. Combiné à l'expansion de l'anomalie de l'Atlantique Sud et à l'accélération du déplacement du pôle nord magnétique, cette tendance de fond a conduit une partie de la communauté scientifique à formuler une hypothèse directe. Ces signes pourraient annoncer une prochaine inversion du champ magnétique terrestre, la première à survenir depuis 780 000 ans, et la toute première qui pourrait être documentée en temps réel par l'espèce humaine. Mais cette hypothèse ne fait pas l'unanimité, loin de là. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Liverpool est venue directement contredire cette lecture alarmiste des données. Selon leurs travaux, l'affaiblissement actuel observé dans l'Atlantique Sud correspondrait davantage à un phénomène récurrent et globalement normal dans l'histoire du champ magnétique terrestre, un phénomène qui, selon leur modèle, pourrait même disparaître totalement d'ici environ 300 ans, sans jamais déboucher sur une véritable inversion des pôles. Cette divergence entre chercheurs n'est pas anecdotique, elle reflète une réalité fondamentale de ce domaine scientifique. Le comportement du noyau terrestre, à l'origine de tous ces phénomènes, reste l'un des systèmes les plus complexes et les moins directement observables de toute la planète. Personne ne peut y descendre une sonde. Toutes les conclusions reposent sur des modélisations indirectes, construites à partir de mesures de surface et de simulations informatiques, qui peuvent légitimement diverger selon les hypothèses de départ retenues par chaque équipe de recherche. Ce débat scientifique remet directement en question la lecture la plus spectaculaire des événements décrits précédemment. L'accélération de l'anomalie depuis 2020, la fuite rapide du pôle nord magnétique vers la Sibérie, ne sont être pas les signes avant-coureurs d'un basculement magnétique majeur comparable à celui de Lachan. Il pourrait tout aussi bien n'être qu'une fluctuation naturelle et temporaire, comparable à d'autres épisodes déjà observés dans l'histoire récente du champ magnétique terrestre, sans lien avec une inversion imminente. Ce que l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde en revanche à reconnaître, c'est qu'aucune prédiction fiable
ne permet aujourd'hui de trancher entre ces deux scénarios. Ni la thèse d'une inversion prochaine, ni celle d'un simple phénomène cyclique amené à se résorber, ne peut être confirmée ou écartée avec certitude à partir des données actuellement disponibles. C'est un point sur lequel il faut être particulièrement honnête. Nous ne savons tout simplement pas, aujourd'hui, laquelle de ces deux hypothèses se réalisera. Cette incertitude scientifique n'empêche pourtant pas de se poser une question très concrète, indépendante du scénario, qui finira par se vérifier. Si l'affaiblissement actuel du champ magnétique venait à se poursuivre, ne serait-ce que temporairement, quelles en seraient les conséquences réelles pour notre civilisation, bâtie entièrement sur des technologies qui n'existaient pas lors de la dernière inversion complète, survenue il y a 780 000 ans. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer en repensant au ciel transformé de la préhistoire, les experts qui étudient sérieusement cette question sont unanimes sur un point. Rien, dans les données actuelles, ne suggère un risque d'extinction pour l'espèce humaine, ni pour la biosphère dans son ensemble, en cas d'affaiblissement prolongé ou même d'inversion du champ magnétique terrestre. L'événement de Lachan lui-même, malgré un effondrement à 5% de l'intensité actuelle du champ, n'a pas provoqué d'extinction massive documentée dans le registre fossile, comme l'ont montré les analyses statistiques évoquées précédemment. Le risque réel, aujourd'hui, ne se situe pas au niveau biologique, mais au niveau technologique. Notre civilisation moderne dépend d'infrastructures qui n'existaient tout simplement pas lors du dernier grand affaiblissement magnétique documenté. Les satellites, en premier lieu, sont particulièrement vulnérables. Ils opèrent déjà, comme on l'a vu, avec des précautions spécifiques lorsqu'ils traversent l'anomalie de l'Atlantique Sud, et un affaiblissement plus généralisé du champ magnétique augmenterait l'exposition de l'ensemble de la flotte satellitaire mondiale au rayonnement cosmique et aux particules solaires, avec un risque accru de dysfonctionnement électronique. Les astronautes, en particulier ceux qui effectuent des missions de longue durée ou qui s'aventurent au-delà de l'orbite terrestre basse, représentent une autre catégorie directement concernée. Un champ magnétique affaibli réduirait la protection naturelle dont bénéficient actuellement les missions spatiales contre le rayonnement cosmique, ce qui explique pourquoi les agences spatiales investissent activement dans la recherche de nouvelles technologies de protection, y compris des concepts de boucliers magnétiques artificiels pensés spécifiquement pour anticiper ce type de scénario. Les réseaux électriques et les systèmes de navigation sont également identifiés comme des points de vulnérabilité. Une modification importante et rapide du champ magnétique terrestre peut perturber les systèmes de positionnement par satellite, dont dépendent aujourd'hui une multitude d'activités, du transport aérien à la logistique maritime en passant par l'agriculture de précision. Les infrastructures électriques, quant à elles, peuvent être affectées par des variations magnétiques intenses, un phénomène déjà documenté à plus petite échelle lors de tempêtes solaires majeures, indépendamment de tout affaiblissement du champ magnétique terrestre lui-même. Il est important, à ce stade, de bien distinguer deux échelles de temps très différentes. Les tempêtes solaires, qui peuvent perturber ponctuellement les réseaux électriques et les communications, sont des événements brefs, de quelques heures à quelques jours, liés à l'activité du Soleil, et non à l'état du champ magnétique terrestre lui-même. Un affaiblissement durable du champ magnétique planétaire, en revanche, s'il se confirmait, constituerait une évolution de fond, se déroulant sur des décennies voire des siècles, qui rendrait notre civilisation plus vulnérable de manière chronique à ce type de perturbations solaires ponctuelles, sans pour autant représenter à lui seul un danger cataclysmique soudain. C'est cette distinction que les experts insistent le plus à faire comprendre au grand public. Il n'existe à ce jour aucun signe d'un effondrement catastrophique et brutal du champ magnétique terrestre. Ce qui existe en revanche, c'est une surveillance scientifique constante et justifiée, destinée à protéger les infrastructures technologiques modernes et à mieux anticiper les évolutions de ce système,
dont on commence tout juste, avec les données satellitaires actuelles, à comprendre la véritable complexité, reste une dernière question, celle qui ramène directement au point de départ de cette histoire, et qui n'a, aujourd'hui encore, aucune réponse définitive. Il y a 41 000 ans, un champ magnétique s'est effondré, un ciel s'est transformé, une couche d'ozone a vacillé, et une espèce humaine a disparu, sans que la science puisse aujourd'hui affirmer avec certitude que ces événements sont liés entre eux. Aujourd'hui, un champ magnétique s'affaiblit à nouveau, une anomalie s'étend au-dessus de l'Atlantique Sud, un pôle magnétique fuit vers la Sibérie, et la communauté scientifique elle-même reste divisée sur ce que cela annonce réellement. C'est là précisément que se situe l'honnêteté la plus difficile à formuler sur ce sujet. Il n'existe, à ce jour, aucune prédiction fiable permettant de déterminer quand aura lieu la prochaine inversion du champ magnétique terrestre, ni même de confirmer avec certitude que l'affaiblissement actuellement mesuré y conduira un jour. C'est un point sur lequel l'ensemble des chercheurs sérieusement engagés sur cette question s'accordent, indépendamment de leur désaccord sur les autres aspects du phénomène. Ce que l'on sait, avec un haut degré de confiance, c'est que la Terre traverse actuellement une période de fluctuations géomagnétiques inhabituelles par leur ampleur et leur rapidité, mesurées avec une précision inédite grâce aux satellites modernes. Ce que l'on ne sait pas, c'est si ces fluctuations constituent les prémices d'un événement comparable à celui de Lachan, ou si elles ne sont qu'une variation supplémentaire dans l'histoire naturellement mouvementée de ce bouclier invisible, qui a déjà connu, au fil des derniers 780 000 ans, une quinzaine d'épisodes similaires, sans jamais déboucher sur une inversion complète. L'événement de Lachan reste, à ce jour, le seul précédent suffisamment bien documenté pour donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler un effondrement magnétique majeur. Mais il s'est produit dans un monde radicalement différent du nôtre, sans satellites à protéger, sans réseaux électriques à préserver, sans système de navigation dépendant de la stabilité du champ magnétique. Ce précédent nous éclaire sur les mécanismes physiques en jeu. Il ne nous dit rien de certain sur le calendrier de ce qui pourrait se reproduire, ni sur l'ampleur exacte que prendrait un tel événement s'il devait survenir à notre époque. C'est peu être cela, en définitive, le rebondissement le plus troublant de toute cette histoire. Ce n'est pas une date, ce n'est pas un scénario catastrophe. C'est le simple constat que l'un des systèmes les plus fondamentaux pour la protection de la vie sur cette planète reste, encore aujourd'hui, l'un des moins prévisibles. Le noyau terrestre, à 3000 km sous nos pieds, continue de tourner, de générer ce champ invisible qui nous protège depuis des milliards d'années, sans que personne, malgré toute la puissance de la science moderne, puisse dire avec certitude ce qu'il prépare pour les décennies à venir. Le document ne contenait qu'un chiffre technique. Il changeait la nature de la menace elle-même dans la zone la plus faible de l'anomalie de l'Atlantique Sud. L'intensité du champ magnétique mesuré par les satellites Swarm descend aujourd'hui jusqu'à environ 22 000 nanotesla, là où elle devrait normalement osciller entre 40 000 et 60 000 nanotesla ailleurs sur le globe. Ce n'est pas une abstraction scientifique de plus. C'est un chiffre que les ingénieurs qui conçoivent les satellites, les fusées et les vaisseaux spatiaux doivent désormais intégrer concrètement dans leurs calculs. Face à ce constat, les agences spatiales ne se contentent plus d'observer et de contourner prudemment la zone. Elles investissent, depuis plusieurs années déjà, dans une piste technologique qui aurait semblé relever de la science-fiction il y a encore une génération, recréer artificiellement, à petite échelle, ce que la planète entière fait naturellement depuis des milliards d'années, un bouclier magnétique mais fabriqué par l'homme. Le projet européen SR2S, coordonné par l'Agence spatiale italienne, a exploré la faisabilité d'un blindage magnétique supraconducteur destiné à protéger les astronautes lors de missions spatiales de longue durée,
notamment en vue de futurs voyages vers Mars, où aucune magnétosphère planétaire ne vient naturellement dévier le rayonnement cosmique. Le principe repose sur la création d'une bulle magnétique artificielle autour du vaisseau, capable de dévier les particules chargées de la même manière que le champ magnétique terrestre le fait à l'échelle de toute la planète. Plus récemment, le projet européen MEST a développé un dispositif utilisant des supraconducteurs à haute température pour générer un champ magnétique autour d'un vaisseau spatial lors des phases les plus critiques, lorsqu'il traverse une atmosphère à grande vitesse, testé en conditions représentatives dans des installations spécialisées. Ce bouclier magnétique a montré sa capacité à atténuer à la fois la chaleur extrême générée par ce type de manœuvre et les interruptions de communication radio qui l'accompagnent habituellement. Ces recherches ne sont pas motivées uniquement par la perspective lointaine d'une inversion complète du champ magnétique terrestre. Elles répondent d'abord à un besoin immédiat et documenté, protéger des missions spatiales bien réelles qui doivent déjà composer aujourd'hui avec les zones de faiblesse magnétique existantes, à commencer par l'anomalie de l'Atlantique Sud elle-même. Mais elles dessinent aussi, en creux, une direction plus large. Si notre civilisation devait un jour affronter un affaiblissement plus généralisé du bouclier naturel de la planète, une partie des solutions technologiques nécessaires serait déjà, au moins partiellement, sur la table. Il reste toutefois une différence de taille entre protéger un vaisseau spatial de quelques mètres de large et compenser l'absence d'un champ magnétique qui protège normalement une planète entière. Les experts qui travaillent sur ces technologies sont les premiers à le reconnaître. Ces boucliers artificiels sont conçus pour des usages ciblés et localisés, pas pour se substituer, à l'échelle globale, à la magnétosphère terrestre elle-même. Face à un phénomène de cette ampleur, la meilleure protection reste, aujourd'hui encore, la surveillance et l'anticipation plutôt que la compensation technologique pure. Et cette anticipation repose elle-même sur une question dont les scientifiques ne peuvent toujours pas trancher avec certitude. À quelle vitesse, réellement, un tel phénomène peut-il se mettre en place si la tendance actuelle venait à s'aggraver plutôt qu'à se résorber, comme le suggèrent certains modèles?